Les premiers éclats de lumière du matin peinaient encore à dissiper la brume qui recouvrait la campagne hennuyère lorsque le chauffeur du camion de collecte s'est arrêté, intrigué par une forme étrange, au bord d'un chemin forestier. Il était un peu plus de 6 heures, ce lundi d'octobre. L'homme pensait d'abord à un sac d'ordures éventré par les renards. Mais à mesure qu'il s'approchait, son pas s'est ralenti. Ce qu'il découvrit là allait hanter longtemps ses nuits. Dans l'herbe humide, des sacs en plastique étaient alignés avec un soin macabre. À l'intérieur, des morceaux de chair humaine. Aucun visage, aucune identité, juste un corps morcelé, soigneusement réparti dans 3 sacs distincts. Le conducteur, tremblant, recula en titubant, saisit son téléphone et composa le 112. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus perçaient la brume du petit matin. Les gendarmes de la brigade de Tournai, puis les experts médico-légaux, se sont rapidement rendus sur les lieux. La scène était si méticuleusement organisée que certains enquêteurs y virent immédiatement la signature d'un acte prémédité. Aucun sang à proximité. Le crime avait eu lieu ailleurs. L'un des techniciens, agenouillé, nota le détail qui allait tout changer. Sur un fragment de textile coincé dans un sac, une étiquette de magasin français vendant exclusivement à proximité de l'île. C'était le premier fil d'un mystère qui allait traverser la frontière et mobiliser 2 pays. Les médias belges furent alertés dès la fin de la matinée. Sur les ondes de Radio Hainaut, on parla d'une découverte abominable, sans donner de précision. Dans les commissariats voisins, on vérifiait déjà les signalements de disparition. Les autorités françaises, elles, furent contactées avant midi. Le parquet de Lille ouvrit aussitôt une procédure conjointe avec la section criminelle de Tournai. Très vite, les policiers des 2 côtés de la frontière comprirent qu'ils n'avaient affaire ni à un crime isolé, ni à une simple affaire de disparition. L'autopsie révéla des éléments qui firent froid dans le dos. La victime était un homme, d'environ 35 ans, de corpulence moyenne. Les incisions étaient nettes, précises, effectuées après la mort avec un instrument tranchant, peut-être chirurgical. Aucun tatouage, aucune empreinte digitale exploitable. Les mains avaient été soigneusement retirées. Le médecin légiste nota la propreté du travail. Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. À partir de ce moment, l'affaire prit un autre tournant. L'hypothèse d'un règlement de compte se mêlait à celle d'un tueur organisé. La seule piste tangible restait ce fragment de tissu, porteur d'une odeur de carburant et d'un résidu de sable grossier. Les enquêteurs se tournèrent vers les enregistrements des caméras de la route nationale 7, l'un des axes reliant la France à la Belgique. Les heures précédant la découverte, un véhicule utilitaire blanc avait été repéré circulant lentement, sans plaque avant visible. On y distinguait brièvement un passager à la fenêtre, un homme barbu portant un blouson sombre. Mais le visage du conducteur restait invisible. Dans le même temps, à Lille, une mère de famille signala la disparition de son fils, un jeune homme de 33 ans, parti faire du stop vers Bruxelles 3 jours plus tôt. Il s'appelait Julien D., employé intérimaire, sans antécédent judiciaire. Selon sa mère, il avait pour habitude de voyager ainsi, pour économiser. Ce détail fit immédiatement tilt. Un autostoppeur, un véhicule utilitaire non identifié, un corps mutilé retrouvé à la frontière. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais de manière sinistre. Pendant que les analystes de la police scientifique tentaient d'identifier l'ADN du défunt, les gendarmes reconstituèrent l'itinéraire présumé du jeune homme. Julien aurait été aperçu pour la dernière fois à un carrefour proche de Comines, un point de passage fréquent des routiers. Un chauffeur routier polonais déclara plus tard avoir vu un jeune homme correspondant à la description monter à bord d'une camionnette blanche immatriculée en France. Les autorités françaises lancèrent alors un appel à témoins massifs. En moins de 48 heures, plusieurs personnes affirmèrent avoir croisé le même véhicule à proximité d'une station-service à Armentières. Le conducteur, un homme d'une 40aine d'années, semblait nerveux. Les enquêteurs belges et français mirent en commun leurs informations. L'unité d'investigation conjointe constata un autre fait troublant. 3 mois plus tôt, un corps mutilé avait été découvert dans des circonstances similaires, cette fois dans le nord de la France. Là encore, la victime était un homme isolé, sans véhicule, sans témoin direct de son enlèvement. Très vite,
Les médias commencèrent à parler du « tueur de la frontière ». Les journaux du soir affichaient des titres alarmants. Les radios invitaient des criminologues. Mais derrière les studios, les enquêteurs, eux, se gardaient bien de confirmer un lien. À ce stade, rien n'était certain. Était-ce un imitateur, un meurtrier mobile, choisissant ses victimes parmi les plus vulnérables, les voyageurs seuls, sans trace, sans défense? À Tournai, le procureur du roi tenta de calmer l'emballement. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues français. L'identité de la victime est en cours de vérification. » Mais la rumeur publique allait plus vite que l'enquête. Dans les cafés frontaliers, on parlait déjà d'un tueur méthodique, connaissant parfaitement la région et ses routes secondaires. Dans la salle d'autopsie, une découverte inattendue vint pourtant semer le doute. Dans un repli du sac plastique, les techniciens mirent la main sur un fragment de papier thermique, un ticket de station-service. L'encre était à moitié effacée, mais un nom apparaissait encore. Station Total, Séclin. Daté de 2 jours avant la découverte du corps. À cet instant, les enquêteurs français comprirent qu'ils tenaient peut-être la première trace matérielle du parcours du suspect. Une équipe de police judiciaire se rendit aussitôt sur place. Les caméras de surveillance de la station révélaient effectivement la présence d'une camionnette blanche, un modèle Renault Trafic, garé à la pompe 3. Le conducteur, grand, cheveux clairs, payait en liquide. Sur la banquette passager, un homme semblait dormir. Lorsque les agents mirent la vidéo en pause, un silence pesa dans la salle. Le passager ressemblait étrangement à Julien D. Les taux se resserraient. La coopération entre les 2 pays permit d'identifier plusieurs véhicules similaires dans les bases de données. L'un d'eux appartenait à un certain Marc L., un mécanicien français de 43 ans, déjà connu pour de menus délits, mais sans violence. Interrogé par la gendarmerie, il affirma n'avoir jamais pris d'autostoppeur. Son alibi, une soirée passée seul à son domicile, ne convainquit pas. Les enquêteurs décidèrent de perquisitionner son garage. Derrière un rideau métallique, ils découvrirent des traces suspectes, des sacs plastiques identiques à ceux de la scène du crime, et un couteau de boucher soigneusement nettoyé. Mais ce qui retint le plus l'attention des experts, c'était une planche en bois tachée, sur laquelle les techniciens relevèrent des microtraces d'ADN compatibles avec celles du corps retrouvé. L'homme fut immédiatement placé en garde à vue. Pourtant, rien n'était encore clair. Marc L. niait farouchement. Selon lui, il aurait prêté son véhicule à un collègue quelques jours plus tôt, mais le collègue en question, introuvable, semblait s'être volatilisé. Était-ce une diversion ou un mensonge désespéré? Pendant que les laboratoires confirmaient l'identité de la victime, bien celle de Julien D., les enquêteurs poursuivaient à la piste du mystérieux collègue. Dans le carnet d'entretien du garage, un nom apparaissait, griffonné à la hâte, P. Dumas, dépannage. Un nom banal, presque effacé. Mais ce petit détail allait bientôt redessiner toute l'affaire. Et dans le silence lourd du commissariat, un enquêteur murmura cette phrase, qui résumait le sentiment général. Sous un ciel d'automne chargé, les collines du Hainaut s'étendaient à perte de vue, entre champs détrempés et villages endormis. C'est dans cette région frontalière, à quelques kilomètres de la ligne invisible séparant la France et la Belgique, que tout avait commencé. Les habitants y menaient une vie tranquille, faite de trajets quotidiens entre les usines textiles, les entrepôts logistiques et les cafés de bourg. Le crime, ici, semblait appartenir à un autre monde. Pourtant, ce décor paisible allait devenir le théâtre d'une des affaires les plus troublantes de la décennie. Le village le plus proche du lieu de la découverte, Bailleul, se situait côté français. Une petite commune de 10 000 âmes où tout le monde se connaît. Les gendarmes y sont vite allés pour interroger les habitants. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Pas de bruit suspect, pas de véhicule étrange stationné de nuit. Mais au fil des échanges, un témoignage finit par se détacher du lot. Celui d'un agriculteur, André L., qui, 3 jours avant la macabre découverte, avait aperçu un autostoppeur sur la départementale menant vers la Belgique. Il se souvenait de son blouson en jean, d'un sac à dos noir et surtout d'un détail qui lui était resté en tête. Le jeune homme semblait attendre depuis longtemps, frigorifié mais resté confiant. André lui avait proposé de l'emmener, mais l'homme avait poliment décliné, disant qu'un conducteur s'était déjà arrêté pour lui. Ce conducteur, personne ne l'avait vu. Les enquêteurs du commissariat de Lille décidèrent alors de creuser dans les jours précédant la disparition.
Le téléphone de Julien D avait borné pour la dernière fois à Wervik Sud, tout près de la frontière. Ensuite, plus rien. Silence numérique total. Ni appel, ni message, ni trace bancaire. Pour la brigade criminelle, cette absence d'activité volontaire ou forcée était un signal fort. Elle suggérait un enlèvement rapide ou une perte brutale de contrôle. Dans la maison familiale, sa mère, Françoise, peinait à réaliser. Sa voix tremblait quand elle racontait à la presse régionale. « Il était heureux. Il partait pour voir un ami à Bruxelles. Il m'avait dit « Je t'envoie un message quand j'arrive ». Ce message, je ne l'ai jamais reçu. Les proches décrivaient Julien comme un garçon discret, passionné de musique, sans histoire, un homme de confiance, sans dette, sans conflit, un profil banal en apparence, mais qui rendait l'affaire encore plus incompréhensible. Les policiers cherchaient un motif, car un crime, aussi méthodique soit-il, a toujours un déclencheur. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, les autorités belges s'activaient. La police judiciaire fédérale passa au crible les caméras de surveillance des stations-service, des zones industrielles et des parkings d'autoroutes. Les images n'étaient pas toujours nettes, mais certaines montraient, à des heures compatibles avec la disparition, une camionnette blanche roulant vers Ménin, à seulement 15 km du lieu où le corps avait été retrouvé. À la caserne de Tournai, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les enquêteurs belges devaient gérer l'émotion publique, tandis que leurs homologues français tentaient de recouper les indices. Deux équipes, deux méthodes, une même obsession. Comprendre comment un jeune homme avait pu disparaître, puis être retrouvé démembré dans un autre pays sans qu'aucune trace de lutte n'ait été signalée. Les journaux locaux titraient « Un autostoppeur transformé en fantôme » et les habitants, eux, verrouillaient désormais leurs portes. Les premiers éléments d'enquête suggéraient que le meurtre avait été commis ailleurs, probablement dans un lieu isolé. L'absence de sang sur le site, la précision chirurgicale des découpes, tout laissait penser à un espace contrôlé, un atelier, un garage, voire une cave. C'est là qu'entra en scène la cellule de coordination franco-belge. À Lille, une réunion cruciale eut lieu entre les procureurs des deux pays. Les enquêteurs français proposèrent de vérifier les garages de la région frontalière, ateliers abandonnés, entrepôts agricoles, hangars de transport. Cette idée allait rapidement porter ses fruits. À Neuville-en-Ferrain, à 8 km de la frontière, un hangar désaffecté attira l'attention d'une patrouille. Le bâtiment appartenait autrefois à une petite entreprise de ferronnerie, fermée depuis plusieurs années. Les gendarmes décidèrent d'y pénétrer. L'air y était froid, saturé d'humidité. Au sol, une trace brunâtre, ancienne, s'étirait jusqu'à une table métallique. Sur celle-ci, les techniciens relevèrent de fines particules, semblables à des résidus organiques. Des analyses confirmèrent plus tard. Il s'agissait bien de sang humain. Mais le plus troublant, c'était ce qu'ils trouvèrent à côté. Un gant chirurgical bleu et un ticket de caisse daté de 2 jours avant la découverte du corps, provenant d'une quincaillerie d'Armentières. Cette information parvint rapidement aux médias. Les spéculations allèrent de bon train. On évoquait un tueur du Nord, un individu solitaire, obsessionnel, capable de déplacer son matériel d'un lieu à l'autre pour brouiller les pistes. Certains journalistes rappelèrent l'existence de plusieurs affaires non résolues, impliquant des autostoppeurs disparus entre 2019 et 2023. Le parallèle était tentant, mais les enquêteurs restaient prudents. Pour eux, l'heure n'était pas aux comparaisons, mais à la rigueur. Chaque élément devait être validé, chaque hypothèse testée, car derrière le vacarme médiatique, il y avait une réalité, une mère endeuillée, une frontière poreuse et un assassin qui, jusque-là, semblait toujours avoir un temps d'avance. À Lille, dans les bureaux impersonnels de la police judiciaire, l'inspectrice principale Claire Ménard relisait le dossier. Une photo attira son regard, celle du blouson en jean de la victime. En examinant les coutures, elle remarqua un détail que personne n'avait relevé. Sur une doublure intérieure, un fil bleu clair dépassait. Une couture refaite maladroitement. En la décousant, les techniciens découvrirent un minuscule papier plié en 4. Une facture d'essence, mais pas n'importe laquelle. La même station de Séclin déjà identifiée sur le ticket retrouvé dans le sac plastique.
Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. Claire ordonna de rouvrir la piste de la station-service. En repassant les images des caméras, les analystes découvrirent un détail passé inaperçu. Derrière la camionnette blanche garée plus loin, un autre véhicule attendait. Une voiture grise, modèle ancien, dont la plaque commençait par le code 59, celui du Nord. Sur le siège passager, un homme semblait observer la scène, immobile. Le mystère s'épaississait. Était-il complice, témoin ou simplement un hasard de circulation? Les jours suivants, l'enquête prit une tournure de plus en plus complexe. Tandis que Mark L., le mécanicien suspecté, maintenait sa version, les gendarmes cherchaient à identifier cet inconnu à la voiture grise. Grâce au registre de circulation et à une vidéo captée par un radar voisin, ils parvinrent à relever partiellement la plaque, D2E 41. Une vérification rapide révéla qu'elle correspondait à un véhicule enregistré au nom d'un certain Patrick Dumas. Ce nom, justement, celui retrouvé griffonné sur le carnet d'entretien du garage de Mark L. Ce n'était plus une coïncidence. Les enquêteurs décidèrent de placer le téléphone de Dumas sous surveillance. Mais le portable semblait inactif depuis plusieurs semaines. Les recherches menées à son domicile n'aboutirent à rien. Il avait quitté son logement, sans prévenir, sans laisser de traces. Les voisins, interrogés, décrivaient un homme discret, un peu bizarre, souvent dehors la nuit, travaillant avec des outils. Et les deux noms, Mark L. et Patrick Dumas, étaient désormais liés dans l'esprit des enquêteurs. Restait à comprendre comment. Était-ce un duo, un réseau, une manipulation? Dans la pénombre d'un bureau, Claire Ménard prononça cette phrase presque pour elle-même. Ce n'est pas un meurtre de passage. C'est une mécanique. Quelqu'un prépare, exécute et efface. Et il le fait depuis un moment. Cassa. Autour d'elle, les cartes s'accumulaient sur le mur. Route, station-service, hangar, zone de passage. Le tout formait une géographie du crime. Un quadrillage précis entre Lille, Tournai et Menin. Et au centre, un vide. Celui où devait se cacher celui qui, jusque-là, semblait toujours un pas devant eux. Mais ce vide n'allait pas le rester longtemps. La pluie battait depuis l'aube sur les toits d'ardoise du quartier Saint-Maurice, à Lille. Dans les couloirs gris du commissariat, l'odeur du café froid se mêlait à celle du papier humide. Devant le tableau d'enquête couvert de photos et de flèches rouges, Claire Ménard observait longuement deux visages côte à côte. Celui de Mark L., le mécanicien taciturne, et celui de Patrick Dumas, l'homme introuvable. Deux noms, deux destins opaques, et au centre de leur lien, un autostoppeur sans défense retrouvé en morceaux à des kilomètres de chez lui. Tout semblait indiquer que les deux hommes s'étaient croisés bien avant le meurtre. En fouillant leurs historiques bancaires, les enquêteurs découvrirent qu'ils avaient travaillé ensemble dans un petit garage de la périphérie de Lille, spécialisé dans la réparation de véhicules utilitaires. L'établissement avait fermé 2 ans plus tôt, après un incendie suspect dont la cause n'avait jamais été déterminée. À l'époque, Marc avait déclaré l'avoir quitté pour des désaccords professionnels. Patrick, lui, avait disparu sans demander son reste. Mais un détail intriguait Claire. Le garage incendié se trouvait à moins de 10 km du hangar abandonné, où l'on avait retrouvé les traces de sang. Trop proche pour être une simple coïncidence. Pour comprendre leur profil, les policiers s'intéressèrent à leur vie d'avant. Markel vivait seul dans une petite maison en bord de route entre Wambréchy et Comines. Ses voisins le décrivaient comme quelqu'un de silencieux, un homme propre sur lui, toujours poli, mais sans amis. Un solitaire qui passait ses soirées dans son atelier à bricoler des moteurs jusque tard dans la nuit. Un retraité de la mécanique, disait-on, qui ne supportait pas qu'on touche à ses outils. Lors de la perquisition, les enquêteurs avaient remarqué quelque chose d'étrange. Toutes les surfaces étaient impeccablement nettoyées, les outils alignés comme dans une salle d'opération. Pas une trace de poussière, pas une tache d'huile. Ce soin presque maladif trahissait un certain contrôle, peut-être une obsession. Patrick Dumas, lui, avait un profil plus instable. Né à Dunkerque, il avait longtemps travaillé comme chauffeur-livreur avant d'enchaîner les emplois précaires. Ses collègues le décrivaient comme nerveux, imprévisible. Il parlait peu, mais parfois, dans un excès d'alcool, laissait échapper des phrases confuses, des histoires de route, de silence, de gens qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte. Rien, à ce stade, ne liait formellement les deux hommes au crime.
Mais les similitudes dans leur parcours, leur lieu de vie, leurs habitudes nocturnes, commençaient à tisser une trame invisible. Pendant ce temps, la mère de Julien D restait cloîtrée chez elle, harcelée par les journalistes. Devant sa maison de briques rouges, les caméras s'installaient dès le matin. Les chaînes d'infos parlaient d'un autostoppeur sans visage, d'un tueur méthodique. Les mots blessaient. Elle refusait de répondre, se contentant de fixer les photos de son fils, posées sur la table du salon. Les enquêteurs la tinrent à distance des détails, mais elle savait, au fond d'elle, que l'affaire dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. L'émotion publique grandissait. Sur les réseaux, certains réclamaient des patrouilles renforcées sur les routes frontalières, d'autres évoquaient des enlèvements rituels, des trafics macabres. Le procureur de Lille tenta d'apaiser les esprits. Nous travaillons méthodiquement, sans écarter aucune hypothèse. Mais dans les commissariats, chacun savait que le temps jouait contre eux. Si Patrick Dumas était toujours en liberté, rien ne garantissait qu'il ne frapperait pas à nouveau. Un tournant survint lorsqu'un témoin se manifesta anonymement. Un routier espagnol de passage régulier entre Lille et Gand affirma avoir croisé, 2 semaines avant la découverte du corps, une camionnette blanche stationnée près d'un chemin de terre, non loin du lieu du crime. À l'intérieur, 2 hommes semblaient discuter vivement. Le témoin se souvenait surtout du regard du passager, fixe, dur, comme s'il voulait que je m'en aille. Il n'avait pas osé s'approcher davantage. Les enquêteurs comparèrent ces déclarations aux enregistrements des radars automatiques. Effectivement, une camionnette Renault Trafic blanche avait été flashée ce jour-là, sur la route départementale 933. Son propriétaire, Marc L. Mais à ce stade, rien ne permettait de prouver qu'il conduisait. Dans le laboratoire de la police scientifique, les résultats ADN confirmèrent la présence de 2 profils distincts sur les sacs contenant le corps, celui de la victime et un autre, masculin, partiel, difficile à exploiter. Une correspondance partielle fut néanmoins retrouvée dans la base nationale. Un individu interpellé 10 ans plus tôt pour vol de carburant, Patrick Dumas. La piste se resserrait, lentement mais sûrement. Claire Ménard décida alors de revisiter le hangar de Neuville-en-Ferrain, accompagné d'une équipe réduite. Sous les planches poussiéreuses, un chien pisteur s'arrêta brusquement. En creusant, les techniciens mirent au jour un objet métallique enveloppé dans un chiffon. Un vieux couteau de cuisine aux manches abîmées. Le laboratoire confirma bientôt que le couteau portait des traces de sang humain. Mieux encore, le manche contenait une empreinte digitale complète, celle de Marc L. Confronté aux preuves, le mécanicien garda d'abord le silence. Puis, après 12 heures d'audition, il lâcha quelques mots à peine audibles. « Je ne suis pas seul dans cette histoire. Dumas, il m'a forcé. » Selon lui, Patrick Dumas l'aurait entraîné dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Une rencontre dans un bar routier, une proposition d'un coup facile, une promesse d'argent rapide. Il prétendait avoir prêté son garage pour réparer un moteur, avant de découvrir trop tard ce qui s'y tramait. Mais les enquêteurs doutaient. Son récit semblait trop calibré, trop commode. Dumas, absent, devenait le parfait bouc émissaire. Pourtant, un élément confirma partiellement ses dires. Dans le garage de Marc, les experts retrouvèrent un ticket de péage au nom de Patrick Dumas, daté du 14 octobre, le jour même où Julien avait disparu. La thèse du duo prenait forme. Marc L., le technicien méticuleux, capable de nettoyer chaque trace. Patrick Dumas, l'homme de terrain, instable, impulsif, qui approchait les victimes. Un binôme complémentaire, froidement organisé. Mais une question demeurait. Pourquoi Julien ? Les enquêteurs épluchèrent de la vie du jeune homme, cherchant un lien possible avec l'un des 2 suspects. Rien. Ni lien familial ni professionnel. Tout indiquait que Julien avait simplement eu le malheur de monter dans le mauvais véhicule. Pour Claire Ménard, ce constat glaçant marqua un basculement intérieur. C'est ce qui rend ces affaires insupportables, quand le hasard devient la seule explication. Alors que les médias s'emparaient du récit du tueur de la frontière, les experts criminologues évoquaient désormais la possibilité d'une série. Les similitudes avec d'autres disparitions d'autostoppeurs en 2023 et 2024 ne pouvaient plus être ignorées. Certains corps n'avaient jamais été retrouvés, d'autres l'avaient été dans des circonstances presque identiques. Pour la première fois, les enquêteurs envisagèrent que Marc L. et Patrick Dumas n'en soient peut-être qu'une partie. Qu'il puisse exister une structure plus large, un réseau marginal d'hommes violents, liés par une obsession commune, la maîtrise totale de leurs victimes jusqu'à l'effacement. Dans la salle d'audience où l'on préparait déjà la mise en examen de Marc,
Claire regarda par la fenêtre la pluie redoubler sur la ville. Elle savait qu'il touchait à quelque chose de plus vaste. Mais pour l'instant, le puzzle demeurait incomplet. Et au moment où elle ferma le dossier du jour, un appel urgent retentit. Un promeneur venait de signaler la découverte d'un sac similaire, à 20 km de là, de l'autre côté de la frontière. La traque venait à peine de commencer. La découverte du second sac fit l'effet d'une déflagration. Le 21 octobre, à 7h40, un promeneur accompagné de son chien alerta la police de Mouscron. Dans un fossé à la sortie de la ville, près d'une ancienne usine textile abandonnée, il avait trouvé un sac plastique noir, fermé par du ruban adhésif. Les enquêteurs belges, déjà sur le qui-vive depuis la coopération franco-belge, se déplacèrent immédiatement. Le contenu confirma leur pire crainte. Il s'agissait bien d'un fragment humain, vraisemblablement appartenant à la même victime. La méthode, l'emballage, tout concordait. Mais un détail nouveau attira l'attention. Le sac contenait un morceau de tissu bleu clair, déchiré, différent des autres. Une chemise peut-être. Sur l'étiquette, un nom à moitié effacé, P. Dut. Ce vestige, insignifiant en apparence, fit brusquement remonter un nom déjà familier dans le dossier, Patrick Dumas. Cette découverte confirma aux enquêteurs que Dumas n'était plus un simple complice en fuite. Il était désormais le principal suspect. Un mandat d'arrêt international fut immédiatement lancé. Les polices belges, françaises et néerlandaises mirent en place un dispositif discret sur les zones de passage, les gares et les stations-service proches des autoroutes E17 et A22. L'hypothèse la plus redoutée prit forme. Dumas était toujours dans la région, peut-être caché, peut-être prêt à recommencer. À Lille, Claire Ménard suivait l'évolution de l'enquête depuis son bureau. Le visage fermé, elle observait la carte murale où les points rouges s'étendaient le long de la frontière. « Il est mobile », dit-elle à voix basse, « et il sait qu'on le cherche. » Son équipe venait de mettre la main sur un rapport du parquet de Dunkerque datant de 2015. Patrick Dumas y avait été brièvement mis en examen pour une affaire d'agression sur un routier à la sortie d'un bar. L'affaire avait été classée faute de preuves. Le modus operandi, pourtant, faisait frémir. La victime avait été frappée, ligotée, puis abandonnée inconsciente dans une zone industrielle. Les similitudes avec le mode opératoire du meurtre de Julien D étaient troublantes. Pendant ce temps, les techniciens poursuivaient l'analyse du hangar. Sous un plancher métallique, ils découvrirent une trappe scellée, recouverte de poussière. À l'intérieur, plusieurs objets emballés dans du plastique. Un portefeuille vide, un téléphone portable détruit et surtout, une clé USB. Le contenu, décrypté avec prudence, glaça les enquêteurs. Des dizaines de fichiers, tous des vidéos courtes, filmés dans un garage sombre, probablement celui de Marc L, ou un lieu similaire. Sur certaines, on distinguait des silhouettes d'hommes manipulant des objets, découpant des planches, nettoyant des surfaces. Aucune scène de violence directe, mais une atmosphère suffocante, presque rituelle. Dans l'une des vidéos, une voix rauque prononçait distinctement ces mots. « Il faut qu'il reste propre. Personne ne doit le reconnaître. » Claire Ménard reconnut immédiatement le timbre, celui de Marc L. Confronté à ces images, le mécanicien parut abattu. Il affirma ne pas savoir que Dumas filmait leurs échanges. Il disait que c'était pour se protéger, pour prouver que je ne parlais pas. Il m'a menacé. Mais les enquêteurs n'étaient pas dupes. Le ton des vidéos, la précision des gestes, la coordination entre les deux hommes prouvaient une complicité réelle, bien plus ancienne qu'ils ne le prétendaient. Les analyses de la clé USB révélèrent également la présence d'un dossier daté d'un an plus tôt, intitulé « Route 12 ». À l'intérieur, des photos floues d'autoroutes désertes, de panneaux frontaliers et un carnet numérique de trajet, une sorte de journal. Chaque note mentionnait une date, une heure et une localité. Calais, Valenciennes, Charleroi. Et parfois, un seul mot, fini. Cette découverte fit basculer l'enquête dans une autre dimension. Il ne s'agissait plus d'un crime isolé, mais peut-être d'une série méthodique, planifiée sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La presse s'empara aussitôt de ces révélations. Les unes des journaux français et belges affichaient « Le duo de la route 12, les tueurs de la frontière ». Un rituel macabre entre Lille et Tournai. Dans les cafés, la peur remplaça la curiosité. Les habitants des zones rurales, où l'on faisait encore confiance à la route et à l'autostop, commençaient à refuser de s'arrêter, même pour aider un voisin. L'ambiance changea du tout au tout. Le procureur de Lille organisa une conférence de presse. Nous travaillons à confirmer le lien entre plusieurs disparitions non élucidées. Les éléments dont nous disposons indiquent une organisation méticuleuse.
Nous ne pouvons pour l'instant confirmer ni le nombre exact de victimes, ni les motivations des auteurs. Derrière ces mots prudents, la réalité était bien plus sombre. Une semaine plus tard, un témoignage inattendu relança l'affaire. Un ancien collègue de Patrick Dumas, aujourd'hui employé dans une société de transport, se présenta spontanément à la gendarmerie. Selon lui, Dumas évoquait souvent, avec un mélange de fascination et de mépris, les gens qui disparaissent sur la route. Il disait parfois « Tu peux rouler des heures ici sans croiser un flic. Si tu veux te volatiliser, c'est l'endroit parfait. » Ces paroles, longtemps prises pour des fanfaronnades, prenaient désormais un tout autre sens. L'homme ajouta un détail décisif. Peu avant sa disparition, Dumas aurait reçu des appels d'un numéro étranger, enregistré aux Pays-Bas. Ce numéro, relié à une carte prépayée, apparaissait également dans l'historique de Marc L. Les enquêteurs comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose de plus vaste qu'un simple duo. Quelqu'un, ailleurs, semblait coordonner ou au moins surveiller leurs actions. À ce stade, l'enquête entra dans une phase d'observation silencieuse. Des équipes furent déployées sur les routes frontalières, tandis que les douaniers reçurent des consignes précises. Une nuit, une patrouille belge repéra un véhicule suspect sur un parking isolé près de Courtrai. Une voiture grise, moteur éteint, sans plaque arrière. En s'approchant, les agents découvrirent un homme seul à bord, endormi, une couverture sur les genoux. Il s'agissait bien de Patrick Dumas. L'arrestation fut rapide, presque sans résistance. Mais au commissariat, il resta de marbre. Ni agressif, ni apeuré, simplement absent. À la première question posée, « Pourquoi avoir tué Julien D ?» il répondit calmement, « Parce qu'il m'a parlé. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Durant les heures suivantes, Dumas se montra incohérent, alternant aveux partiels et délires cryptiques. Il évoquait des voix sur la route, des messages qu'il recevait dans le bruit du moteur. Il disait que Marc savait que lui aussi devait effacer. Pour les psychiatres dépêchés en urgence, son discours évoquait une pathologie psychotique avancée. Mais Claire Ménard, en l'écoutant, sentait qu'il y avait autre chose. Derrière sa folie apparente, Dumas semblait maîtriser certains détails de l'affaire avec une précision glaçante. Les horaires exacts, la disposition des sacs, le nettoyage. Comme si la folie n'était qu'un masque commode. Le lendemain, les médias annoncèrent triomphalement l'auteur présumé arrêté à Courtrai. Mais les enquêteurs, eux, savaient que le plus difficile commençait à peine. Car dans le carnet retrouvé sur Dumas au moment de son interpellation, plusieurs noms apparaissaient, accompagnés de dates. Et parmi eux, un nom que personne ne s'attendait à lire, celui de Marc L, suivi d'un mot unique, écrit en lettres capitales. « Fini !» La stupeur parcourut le commissariat. Marc L, déjà en détention préventive, n'était peut-être pas seulement un complice, mais une victime à venir. Et si Dumas, dans sa logique tordue, n'avait pas simplement voulu éliminer Julien D, mais s'apprêtait à terminer quelque chose de plus grand? L'enquête allait devoir replonger dans leur passé respectif pour comprendre ce qui les liait vraiment. Et dans cette obscurité partagée se cachait la clé du drame. Le visage émacié de Patrick Dumas apparaissait en gros plan sur les écrans de la salle d'interrogatoire. La lumière blafarde accentuait les creux de son visage, creusé de rides prématurées. Assis, immobile, il fixait le mur, le regard perdu, comme absent du monde qui l'entourait. Devant lui, l'inspectrice Claire Ménard relisait les dernières pages du dossier. Elle connaissait ce silence, celui d'un homme qui ne parle pas pour se défendre, mais parce qu'il pense encore contrôler le récit. Depuis son arrestation, Dumas oscillait entre lucidité clinique et divagation mystique. Il évoquait des missions, des nettoyages nécessaires, un travail commencé depuis longtemps. Ses propos semblaient délirants, mais les enquêteurs savaient qu'il fallait écouter entre les lignes. Chaque mot pouvait cacher une piste. « Vous dites que Julien D devait être effacé. Pourquoi lui ?» demanda Claire d'une voix calme. Il esquissa un sourire, presque imperceptible. Parce qu'il parlait. Il savait qu'on passait par là. Les autres, eux, ne savaient pas. « Quels autres ?» Il ne répondit pas. Il se mit simplement à fredonner une chanson d'enfant, déformée comme une ritournelle qu'il répétait depuis des années. Pendant ce temps, Marc L, en détention préventive à la maison d'arrêt de Séquedin, semblait s'enfoncer dans le mutisme. Après les révélations du carnet retrouvé sur Dumas, où figurait son nom précédé du mot « fini », il craignait manifestement pour sa vie. Les gardiens remarquèrent qu'il dormait mal, qu'il parlait seul dans sa cellule. « Il va me faire porter tout », répétait-il sans cesse. « Tout.
Les psychiatres mandatés par le juge d'instruction conclurent à un état d'angoisse extrême, mais pas à une folie. Marc L. restait cohérent, lucide et surtout capable de répondre de ses actes. Mais ce qui inquiétait le plus Claire, c'était ce lien invisible entre les deux hommes. Un lien qui ne reposait pas seulement sur la complicité d'un crime, mais sur quelque chose de plus ancien. En épluchant les archives judiciaires, l'équipe découvrit un détail frappant. Marc et Patrick avaient grandi dans la même région, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ils avaient fréquenté à 10 ans d'intervalle le même foyer d'accueil de jeunes placés, à Hazebrouck. À l'époque, le foyer avait fait l'objet d'une enquête pour violence et maltraitance institutionnelle vite étouffée. Dans les dossiers internes, les psychologues décrivaient Dumas comme un enfant instable, en retrait, fasciné par les objets métalliques et la mécanique. Marc, lui, y était noté comme discret, obéissant, mais influençable. Ce lien d'enfance changeait tout. Les deux hommes ne s'étaient donc pas rencontrés par hasard. Ils partageaient un passé commun, peut-être un traumatisme enfoui. Claire Ménard convoqua l'ancienne éducatrice du foyer, aujourd'hui retraitée. Sa mémoire, étonnamment vive, livra un témoignage glaçant. Patrick, il disait souvent qu'il voulait disparaître avec les autres. Il répétait « On ne se souviendra de personne si tout est propre ». Et Marc l'écoutait, comme hypnotisé. Ces mots, transcrits dans le procès-verbal, résonnèrent comme une clé d'interprétation. Effacé, propre, fini. Ce vocabulaire revenait sans cesse dans les propos des deux hommes. Comme un langage codé, une justification intime du crime. Pendant que les psychiatres tentaient de cerner la psyché de Dumas, les analystes informatiques poursuivaient l'examen de la clé USB. Ils découvrirent qu'une partie des fichiers provenait d'un cloud crypté, dont l'accès nécessitait un mot de passe. Après des jours d'efforts, le mot fut trouvé, route 12. À l'intérieur, un ensemble de dossiers organisés avec une précision militaire. Cible en route Valenciennes, cible 2 Dunkerque, cible 3 Frontière, et enfin cible 4 Séclin. Chacun contenait des photos prises depuis une voiture, des notes sur les habitudes de certains voyageurs, parfois même des tickets de station-service. Mais le dossier cible 5 était vide, à l'exception d'un fichier texte comportant une seule ligne. Fini. Les enquêteurs comprirent que ces hommes suivaient un rituel. Une sorte de cartographie morbide de leurs crimes, organisée comme une série d'étapes. Leur méthode semblait toujours la même, choisir une victime isolée sur une route secondaire, puis agir sans témoin. Ils appelaient ça « terminer la route ». Pour Claire, c'était plus qu'une enquête criminelle. C'était une descente dans une logique déviante, presque mystique. Elle fit venir un criminologue de Paris, spécialisé dans les duos meurtriers. Il expliqua « Il existe des couples de tueurs où la dynamique repose sur la domination et la fascination. L'un pense, l'autre exécute. Le meneur nourrit une idéologie. Ici, celle de la propreté, de l'effacement. Le second, plus fragile, suit pour ne pas perdre le lien. » Marc L. et Patrick Dumas semblaient correspondre parfaitement à ce schéma. Pourtant, un mystère subsistait. Pourquoi le nom de Marc figurait-il dans le carnet de Dumas précédé du mot « fini » ? Fallait-il y voir une menace, un aveu anticipé ? Les psychologues penchaient pour une inversion de rôle. Dumas, sentant la fin venir, aurait effacé symboliquement son ancien complice pour se libérer du passé. Mais Claire n'était pas convaincue. Elle reprit personnellement les interrogatoires. Lorsqu'elle évoqua leur enfance commune, Dumas releva enfin la tête. Marc voulait arrêter. Il disait qu'on avait assez payé, mais il ne comprenait pas. Ce n'est pas fini tant qu'il en reste. Il en reste qui ? Il sourit, un sourire glacial, presque apaisé. Les témoins. Ces mots glacèrent l'équipe, car, en parallèle, un témoin clé venait justement de disparaître. Le routier espagnol qui avait signalé avoir vu 2 hommes dans la camionnette, 15 jours plus tôt. Il n'avait pas répondu aux appels de la gendarmerie. Son camion avait été retrouvé vide sur un parking d'autoroute près de Cambrai. Aucune trace de lutte, aucune disparition signalée aux frontières. Simplement disparu. L'affaire bascula alors dans un climat d'urgence absolue. Les autorités belges et françaises craignaient que Dumas ait pu communiquer avec un complice resté libre. Des perquisitions furent menées dans plusieurs garages abandonnés, mais sans succès. Puis, un matin, un gardien de la prison de Séquedin fit une découverte macabre. Marc L. gisait inanimé dans sa cellule. Aucune trace de violence. Pas de lettre. Juste une phrase griffonnée au mur, avec un morceau de charbon. Route figne. L'autopsie conclut à un suicide par ingestion de produits chimiques subtilisés à l'atelier de nettoyage. La presse s'enflamma. Les titres se succédaient.
Le mécanicien de la frontière se donne la mort. Le dernier silence de la route 12. Fin d'un duo infernal, mais pour Claire Ménard, rien n'était fini. Le dossier cible 5 sur la clé USB la hantait. Pourquoi vide? Était-ce la trace d'une victime à venir ou le symbole d'une fin volontaire? Elle relut la chronologie. Le dernier déplacement connu de Dumas avant son arrestation correspondait à un trajet entre Courtrai et Tournai. Et à mi-chemin, un nom revint sans cesse dans les registres. Bailleul, le village où tout avait commencé. Un cercle, une boucle. Et si la route 12 n'était pas seulement un itinéraire de mort, mais une boucle rituelle que Dumas voulait conclure? Une nuit, seule dans son bureau, Claire regardait les photos des lieux du crime alignés sur le mur. Chaque point sur la carte formait une trajectoire quasi géométrique, s'arrêtant toujours à proximité d'une ancienne route nationale. 12 points, 12 routes, 12 effacements. Le mystère de la route 12 prenait soudain une signification terrifiante. Et dans cette révélation, une certitude se dessinait. L'histoire n'était pas terminée. Quelqu'un, quelque part, connaissait encore la fin du voyage. La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours. Un rideau d'eau fine s'abattait sur la campagne flamande, effaçant peu à peu les contours des routes et des bâtiments. À la frontière, les champs détrempés semblaient avaler le ciel. Ce matin-là, une équipe de la police belge, guidée par des données GPS récupérées sur le téléphone de Dumas, se rendit dans une zone industrielle abandonnée à la sortie de Ménin. C'était une friche, un ancien dépôt logistique désaffecté, perdu au milieu des entrepôts vides. Les coordonnées indiquaient un point précis. L'ancien hangar numéro 12. Le même chiffre que celui de la fameuse route 12. Les agents coupèrent le moteur, descendirent dans la boue. L'air sentait le gasoil et la rouille. En entrant, ils durent s'éclairer à la lampe torche. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité totale. Sur le sol, des empreintes de bottes encore humides. Quelqu'un était venu ici récemment. Le faisceau d'une lampe balaya un mur. Les enquêteurs se figèrent. Un message y était peint, grossièrement, en lettres rouges. « Celle-là ne s'arrête pas ici ». À côté, des symboles indéchiffrables, tracés avec ce qui ressemblait à de la peinture à moteur. Sur une table, un vieux dictaphone portait une étiquette. Route 12, dernier enregistrement. Les techniciens le mirent en marche. Une voix familière s'en échappa, celle de Patrick Dumas. Ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin. Il faut qu'ils comprennent. Marc a voulu tout arrêter, mais la route continue. Elle passe par ceux qui regardent, ceux qui posent des questions. S'il parle, il sera effacé. Puis un bruit de moteur et un cri lointain, couvert par le souffle du vent. L'enregistrement s'interrompit brusquement. Quelques heures plus tard, Claire Ménard reçut l'appel. On venait de retrouver, non loin du hangar, une voiture abandonnée, une Peugeot grise immatriculée en France, appartenant à une journaliste indépendante. Sur le siège passager, son carnet de notes. Elle préparait un reportage sur les crimes de la frontière. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis 2 jours. Pour Claire, ce fut un choc. Tout indiquait que Dumas, avant son arrestation, avait tendu un dernier piège. Un crime préparé à l'avance qu'il aurait confié à quelqu'un d'autre pour terminer la route. Le mot « propreté » prenait soudain un sens terrifiant. Il s'agissait peut-être d'une continuité, d'une œuvre macabre que d'autres exécuteraient à sa place. Les enquêteurs fouillèrent la voiture de la journaliste. Dans le coffre, un petit carnet noir rempli d'adresses et de notes manuscrites. Neuville, hangar, comines, homme en blouson, route 12, symbole, nettoyage, mécanique, PD. À la dernière page, une phrase. « J'ai trouvé quelqu'un qui connaît Dumas. Il parle demain. » Cette note fut datée de la veille de sa disparition. Les recherches s'intensifièrent dans toute la zone. Des drones survolèrent les bois, des chiens furent déployés. Le soir même, un corps fut repêché dans un canal à quelques kilomètres de là. Il s'agissait de la journaliste, ligotée mais sans trace de lutte. La même précision chirurgicale que pour Julien D. Les autorités belges comprirent alors que l'affaire venait de dépasser toutes les frontières. Au commissariat, Dumas sembla savoir avant tout le monde. Lorsque Claire entra dans la salle d'interrogatoire, il leva les yeux et murmura simplement « Elle voulait raconter l'histoire. Maintenant, elle fait partie de la route. » Elle se força à rester calme. « Qui d'autre fait partie de la route, Patrick ?» Il ferma les yeux, la tête légèrement inclinée. « Vous, peut-être. Vous cherchez trop. » Un silence pesant s'installa. Claire sentit, pour la première fois, un frisson qu'elle n'aurait jamais voulu ressentir, celui d'être observée, à son tour, depuis l'extérieur. Les jours suivants, l'affaire devint nationale. Les plateaux télé se succédèrent. Criminologues, avocats, journalistes, chacun y allait de sa théorie. Certains parlaient d'une secte routière,
d'autres d'un tueur multiple s'appuyant sur des complices temporaires. Mais pour la police, une certitude s'imposait. Dumas n'avait pas agi seul, et quelqu'un continuait son œuvre. Une analyse plus poussée du dictaphone révéla des sons d'arrière-plan, des gouttes d'eau, un signal métallique répété, un bip régulier. En comparant les enregistrements, les acousticiens identifièrent le lieu probable, une ancienne station de pesée des camions, abandonnée depuis 2018 sur la nationale 42. L'équipe d'intervention y fut envoyée immédiatement. La scène qu'ils découvrirent semblait sortie d'un cauchemar. Sous un néon vacillant, des chaises métalliques disposées en cercle, et sur chacune d'elles, un objet. Une plaque d'immatriculation, une clé, un badge professionnel, une photo. Tous appartenaient à des victimes d'affaires non résolues de la région. Sur la dernière chaise, un ordinateur portable diffusait une vidéo en boucle. Dumas y apparaissait, filmé face caméra. La route, c'est nous tous, ceux qui passent sans voir, ceux qui oublient. J'ai commencé, mais d'autres continueront. La route ne finit jamais tant qu'il reste des traces. Puis, sur l'écran, un dernier mot s'afficha en rouge. Suite. Claire Ménard resta longtemps devant cette vidéo, immobile. L'enquête venait d'atteindre son point de bascule. Désormais, il ne s'agissait plus seulement d'arrêter un tueur. Il fallait comprendre un système, une idée, une folie partagée. Un rapport du service de renseignement interne belge confirma bientôt une hypothèse stupéfiante. Sur plusieurs forums obscurs, des utilisateurs anonymes évoquaient depuis des mois le jeu de la route, un défi consistant à filmer des lieux isolés à la frontière franco-belge, sous prétexte de rendre hommage aux oubliés de la route. Les symboles retrouvés dans le hangar correspondaient à ceux utilisés dans ces vidéos. Quelqu'un avait transformé les crimes de Dumas en culte morbide. La tension monta encore d'un cran lorsque, 3 jours plus tard, Dumas fut retrouvé inanimé dans sa cellule, dans des circonstances suspectes. Aucun signe de suicide. Aucun accès non autorisé enregistré. Sur sa table, une feuille de papier soigneusement pliée. Elle est passée à travers la frontière. Vous ne pouvez pas arrêter une route. La phrase cryptique laissa le parquet perplexe. Était-ce un message adressé à ses complices ou une métaphore? Personne ne le sut jamais vraiment. Pour Claire, c'était la ligne rouge. La route 12 n'était plus seulement un dossier, c'était une obsession nationale. Les fouilles menées dans les hangars, les fossés, les zones industrielles désaffectées révélèrent des traces de sang humain, parfois anciennes de plusieurs années. Les analyses ADN mirent au jour de nouvelles correspondances. Au total, 12 victimes furent identifiées sur plus de 7 ans. 12 crimes, 1 par section de route. Un schéma parfait, une symétrie. Et pourtant, un détail persistait. Sur les cartes récupérées dans le garage de Dumas, une route restait tracée en pointillé. Une route sans fin, s'étirant vers le sud, vers Valenciennes. À son extrémité, un cercle rouge. Aucune annotation. Juste un mot griffonné au crayon, dernier. Ce fut à ce moment précis que Claire comprit que la route 12 n'avait jamais été un hasard géographique. C'était un code. 12 routes, 12 crimes, et le 13e, celui qui bouclerait la boucle. La route du retour. Le crime fondateur, celui qui expliquait tout. Et ce dernier, elle allait bientôt le découvrir. Mais ce qu'elle allait mettre au jour dépasserait tout ce qu'elle croyait comprendre sur la folie, la mémoire et la peur. La frontière n'était plus qu'un symbole. La route, elle, continuait. La nuit était tombée sur l'île, lourde et sans lune. Le commissariat, baigné dans la lumière artificielle des néons, résonnait d'un silence tendu. Après les dernières découvertes, la station de pesée, la vidéo de Dumas, la mort inexpliquée de ce dernier, l'enquête venait d'entrer dans une phase nouvelle. Plus rien n'était simple. Chaque piste en ouvrait 2 autres. Chaque certitude se dissolvait dès qu'on tentait de la fixer. Dans le bureau de l'inspectrice Claire Ménard, les cartes, les photos, les notes d'autopsie formaient un labyrinthe visuel. Tout convergeait vers un seul point, le mot « dernier », inscrit sur la carte trouvée dans le garage de Dumas. Un mot, une promesse, et peut-être un lieu. Au petit matin, les analystes acoustiques du laboratoire de l'APG livrèrent un nouveau rapport. En nettoyant les sons de fond du dernier dictaphone de Dumas, ils avaient isolé un signal particulier, un bip régulier, mais accompagné d'un écho métallique très spécifique. Leur conclusion, ce son provenait d'un passage à niveau désaffecté, identifiable grâce à la résonance des rails. Après recoupement, un seul site correspondait une ancienne voie de triage ferroviaire à la sortie de Valenciennes. Claire sentit une tension glaciale dans sa nuque. C'était là, le dernier point, la route du retour. Une opération conjointe fut lancée dans la journée. Une vingtaine d'agents français et belges, appuyés par des unités cynophiles et des drones thermiques,
furent dépêchés sur la zone. La friche ferroviaire s'étendait sur plus de 2 hectares, hérissée de carcasses de wagons et de hangars délabrés. Un terrain parfait pour quelqu'un qui connaissait les recoins, les silences et les angles morts. À 16h47, l'un des drones détecta une présence thermique près d'un wagon renversé. Les hommes s'approchèrent, armes au poing. Dans la boue, un abri improvisé, une bâche, des restes de nourriture, un vieux poste radio. Et, suspendu à un crochet rouillé, un objet minuscule, une clé USB attachée à une étiquette. Sur l'étiquette, un mot unique, « Vous ». Le contenu fut examiné immédiatement sur place. 3 fichiers vidéo, datés de moins de 48 heures. Sur le premier, une silhouette vêtue d'une combinaison noire, visage dissimulé sous une cagoule, s'adressait directement à la caméra. La voix, déformée électroniquement, prononçait lentement. « Vous pensez que tout s'arrête avec Dumas, vous vous trompez. La route ne se ferme jamais. Elle continue tant qu'il reste quelqu'un pour regarder. » Sur la deuxième vidéo, un plan fixe d'une route déserte, filmée de nuit, ponctuée de phares de voitures. Puis une phrase, écrite à la main sur un panneau. « Route 12 Exosati ». La troisième vidéo fut la plus déroutante. Un montage d'images d'archives policières extraites de dossiers confidentiels. Des photos de scènes de crime, d'autopsie, d'enquête. Quelqu'un à l'extérieur avait eu accès à ces documents. Un piratage. Le parquet ordonna immédiatement une vérification des serveurs. Les experts en cybersécurité découvrirent qu'une intrusion avait eu lieu 2 semaines plus tôt via un poste interne de la police judiciaire. L'adresse IP correspondait à un ordinateur du bureau de Claire Ménard. Le choc fut immédiat. L'inspectrice fut suspendue temporairement, le temps de l'enquête. Elle protesta. Son poste avait été utilisé à distance, probablement par Dumas ou un complice avant son arrestation. Mais pour la hiérarchie, c'était trop grave pour être écarté d'un revers de main. Isolée, mise à l'écart, Claire poursuivit néanmoins ses recherches de manière officieuse. Elle replongea dans les dossiers des 12 victimes précédentes. Une constante se dessinait. Toutes avaient disparu sur des routes secondaires, souvent des itinéraires que les routiers appelaient entre eux les lignes fantômes. Des tronçons déclassés, peu fréquentés, autrefois empruntés par les convois de marchandises entre l'île et la mer du Nord. La route 12 semblait suivre précisément ce tracé. En retraçant les arrêts, elle découvrit un motif invisible. Chaque scène de crime se trouvait à proximité d'un ancien relais routier, abandonné depuis des années, et tous portaient, sur leur façade délabrée, le même symbole. Un cercle traversé d'une ligne diagonale. Le symbole que Dumas dessinait depuis l'enfance. Claire reprit contact avec l'ancienne éducatrice du foyer de Hasbrook. Celle-ci lui confirma qu'à l'époque, Patrick Dumas passait ses journées à dessiner des routes et des symboles. Il disait qu'il voulait refaire la carte du Nord, mais sans les gens, juste les routes et les lieux vides. Un frisson parcourut Claire. Le délire de Dumas n'était pas né dans le crime, il venait de l'enfance. Et ce projet, cette carte des routes propres, il l'avait peut-être partagé avec d'autres. Pendant ce temps, un incident eut lieu à la prison de Séquedin. Un gardien affirma avoir trouvé un message gravé dans la porte de la cellule qu'occupait Marc L. avant son suicide. Le texte, à peine lisible, disait « Il n'était pas seul. Regarde vers les relais. » La concordance avec les symboles sur les relais routiers fut immédiate. La police belge décida de rouvrir le dossier des relais abandonnés et d'en inspecter plusieurs simultanément. Le 5 novembre, à 23h12, une patrouille signala une activité suspecte dans un relais isolé près de Popéringue, côté belge. À leur arrivée, ils trouvèrent une camionnette blanche garée à l'arrière. Le moteur tournait encore. À l'intérieur, un homme d'une trentaine d'années, prostré, couvert de boue. Sur la banquette, un téléphone portable diffusait une voix synthétique répétant « La route doit continuer ». L'homme fut interpellé. Il s'appelait Thomas Lejeune, ancien employé d'un atelier de mécanique à Tournai, passionné par les forums criminels et les jeux immersifs en ligne. Dans son ordinateur, on retrouva des copies de vidéos de Dumas, mais aussi des échanges sur un forum où il se faisait appeler Roadkeeper 12. Il affirma n'avoir jamais tué personne, mais vouloir faire vivre la légende. C'était la confirmation que la route 12 avait franchi un seuil. Le mythe était devenu contagion. Une croyance morbide, propagée comme un virus numérique, attirant des adeptes fascinés par l'ombre du tueur. Pour la première fois, Claire Ménard prit conscience que cette affaire ne se terminerait pas avec une arrestation. Le meurtrier était mort, son complice aussi. Mais l'idée leur survivait, amplifiée, déformée, transmise. Une route sans fin, tracée dans l'imaginaire collectif. Le 6 novembre au soir,
Claire, désormais réintégrée provisoirement, reçut un dernier message anonyme sur sa boîte mail personnelle. Un lien, une vidéo, le décor. Une route de campagne vide, filmée à la main, en pleine nuit. Au bord de la route, un panneau indicateur. Bienvenue à Hasbrook. Puis une phrase, écrite en lettres blanches sur l'asphalte. Route de train commence. Claire resta longtemps immobile, les yeux fixés sur l'écran. Elle comprit que ce qu'ils avaient pris pour une fin n'était qu'un recommencement. L'histoire de la route 12 venait d'accoucher de sa propre légende. Et désormais, il ne s'agissait plus d'enquête, mais de contamination. Ce que Dumas avait créé n'était pas seulement un crime, c'était une idée. Et les idées, elles, ne meurent jamais. Le lendemain matin, une brume dense recouvrait le nord de la France, comme si la nature elle-même voulait effacer les traces de la veille. Dans le silence de son appartement, Claire Ménard fixait la vidéo encore une fois. Cette route nocturne, ce panneau d'entrée de Hasebrook, ces lettres blanches tracées à la peinture. Route 13 commence ici. Chaque visionnage la plongeait un peu plus dans un malaise viscéral. L'image tremblait, le son du vent dans le micro, la respiration haletante du caméraman. Tout donnait la sensation d'un témoin, pas d'un simple imitateur. Elle appela immédiatement le parquet. Mais avant même que l'équipe ne soit réunie, un nouveau signalement tomba. Un incendie venait de ravager un bâtiment abandonné à la sortie de Hasbrook, l'ancien foyer où, des décennies plus tôt, Marc L. et Patrick Dumas avaient passé leur enfance. Les pompiers avaient trouvé l'endroit en flammes à l'aube. Le toit s'était effondré, les murs noircis fumaient encore. Dans les décombres, un pompier découvrit un bidon d'essence et, un peu plus loin, un objet calciné, un téléphone portable en partie fondu. La carte SIM, miraculeusement intacte, fut extraite et son contenu révéla un numéro enregistré sous le nom de Routekeeper 13. Les enquêteurs identifièrent rapidement son propriétaire, un jeune homme de 26 ans, originaire de Dunkerque, passionné de jeux de rôle immersifs et actif sur plusieurs forums où circulaient les enregistrements de Dumas. Son pseudonyme, Pilgrim 13. Au siège de la PG, l'ambiance devint électrique. Les échanges entre les services belges et français se multipliaient à toute heure. L'arrestation du fils spirituel de la route 12 était devenue une priorité absolue. Mais ce qui déroutait les policiers, c'était la rapidité avec laquelle ces imitateurs apparaissaient. Les fichiers de Dumas, pourtant saisis et placés sous scellé, circulaient déjà sur le dark web. Des versions remixées, dramatisées, transformées en prétendus documentaires indépendants. Certains y voyaient une chasse au trésor, d'autres une performance artistique extrême. Mais sous le vernis du spectacle, un message se répétait inlassablement. La route doit continuer. Claire Ménard, de retour sur le terrain, se rendit elle-même sur les ruines du foyer incendié. L'odeur du brûlé lui serra la gorge. Les techniciens venaient d'y retrouver un graffiti encore lisible sur un pan de mur. Ici tout a commencé, ici tout finira. En observant la scène, elle ressentit une intuition. Ce n'était pas un hasard si le foyer avait été visé. C'était un acte symbolique. Le feu comme purification, comme nettoyage final. La route 13 n'était pas seulement une suite, c'était un effacement des origines, un retour au point zéro. Les heures suivantes furent décisives. Les experts en cybercriminalité parvinrent à localiser une série de connexions liées à Pilgrim 13. L'adresse IP provenait d'un café internet à Calais. Les caméras de surveillance montraient un jeune homme aux cheveux clairs, veste en cuir, casque audio autour du cou, pianotant nerveusement sur un clavier. Il restait moins d'une heure sur place, puis repartait à pied, sans acheter ni boisson ni repas. Les agents de terrain identifièrent ensuite un véhicule correspondant à celui aperçu sur les lieux du foyer incendié, une Ford Transit grise immatriculée dans le Pas-de-Calais. Le véhicule fut repéré 2 jours plus tard sur une aire de repos de l'autoroute A16. À 23h15, l'unité d'intervention encercla le parking. La camionnette était vide. À l'intérieur, une caméra fixée au tableau de bord enregistrait en continu. Sur le siège, un mot écrit à la main. « Je ne fuis pas, je termine ce qu'ils ont commencé ». Le disque dur de la caméra contenait plusieurs vidéos. L'une d'elles montrait une succession de routes filmées de nuit, ponctuées de phrases peintes à la bombe sur le bitume. Route 1, Route 2, Route 3, jusqu'à Route 12. Puis un dernier plan, filmé en contre-plongée, sur un pont ferroviaire. Un visage se reflétait brièvement dans la vitre, celui d'un homme jeune, déterminé, qui semblait regarder la caméra avec une intensité presque religieuse. Au visionnage, Claire comprit que l'homme n'était pas un simple fan ou un imitateur. Il connaissait trop bien les lieux, les symboles, les horaires des patrouilles. Quelqu'un l'avait formé ou informé de l'intérieur. Un nom lui revint en mémoire, l'adjoint technique de la PG,
celui chargé de l'entretien des preuves numériques. Il avait eu accès à la clé USB de Dumas pendant plusieurs jours, avant son transfert sous scellé. Et depuis 3 semaines, il avait disparu sans prévenir. Son nom, Alexandre Douvel, 34 ans, originaire d'Hazebrouck. La révélation fut un choc. Tout semblait se refermer. Le cycle, la géographie, les origines. Douvel avait grandi dans le même quartier que Dumas. Même rue, mêmes écoles, même route de campagne. Et, selon les registres de l'époque, sa mère travaillait comme cuisinière dans le foyer d'accueil incendié. Les enquêteurs comprirent que le Pilgrim 13 n'était pas un imitateur isolé. C'était un héritier, une continuation directe nourrie d'un mythe local devenu système. Les routes n'étaient plus un concept de tueur, mais un rite de passage pour ceux qui voulaient purifier le territoire. Une cellule de crise fut ouverte à Lille. Les autorités craignaient un nouvel acte symbolique, peut-être public. Les médias avaient déjà commencé à spéculer. Le retour du tueur de la frontière, les routes maudites du Nord. Chaque kilomètre de bitume semblait désormais suspect. Mais dans la nuit du 12 novembre, un événement inattendu bouleversa tout. La diffusion en direct, sur plusieurs plateformes de streaming anonymes, d'une vidéo intitulée « La route 13, dernier voyage ». L'image, instable, montrait un homme marchant seul le long d'une voie ferrée, tenant une lampe torche. À chaque pas, il récitait lentement. 1 pour chaque route, 12 routes, 12 effacées. Et maintenant, la 13e pour effacer ceux qui croient comprendre. Puis la caméra pivota vers un panneau. Garde Tournai douane. Un cri étouffé, une chute. Écran noir. Le signal de la vidéo permit de localiser la gare. Les unités d'intervention y arrivèrent moins d'1 heure plus tard. Sur le quai désert, une lampe torche brisée, un téléphone diffusant encore la musique du générique. Mais aucune trace du suspect. Seul un graffiti fraîchement tracé ornait le mur du tunnel piéton. La route ne finit pas, elle change de direction. À l'aube, la frontière se réveilla dans un silence angoissé. Les journaux du matin titraient déjà « Route Trotrins, la légende devient réalité ». Le Nord sous emprise d'un mythe criminel. Pour Claire, c'était plus qu'une enquête devenue hors de contrôle. C'était une contamination collective. L'idée de la route, née dans la tête malade d'un orphelin violent, s'était métamorphosée en mythe. Un mythe capable d'inspirer, de séduire, de pousser à tuer. En sortant du commissariat, elle leva les yeux vers le ciel chargé. Sur l'horizon, la route nationale se perdait dans la brume, droite, infinie. Et une pensée glaciale la traversa. Et si la route 13 n'avait jamais besoin de meurtriers pour exister? Et si elle vivait désormais dans l'esprit de ceux qui la craignent? La frontière était redevenue un territoire d'ombre. Et quelque part, sur une route anonyme, un nouveau moteur venait peut-être de démarrer. La route 13 avait commencé. Et, comme toujours, personne ne savait où elle menait. Le procès de la route 12 s'ouvrit sous un ciel gris, presque menaçant, au tribunal judiciaire de Lille. Malgré les années d'enquête, la disparition de plusieurs suspects et la mort de Dumas, une partie de la vérité devait encore être dite, ou du moins tentée. Sur le banc des accusés, Thomas le Jeune, le disciple autoproclamé, alias Roadkeeper 12. À défaut de meurtrier, il en incarnait désormais la mémoire. Son visage juvénile, presque doux, contrastait avec la gravité des charges. Complicité posthume, entrave à l'enquête, diffusion d'images morbides, apologie de crimes. Mais au-delà de ce jeune homme fragile et exalté, c'était tout un système invisible que la justice s'apprêtait à juger. Une contamination collective, née d'un duo dérangé et nourrie par la fascination publique. Dès le premier jour, la salle d'audience fut prise d'assaut par les journalistes. Les caméras s'agglutinaient sur le parvis, les micros tendaient des questions que personne ne pouvait vraiment formuler. Pourquoi? Pourquoi cette route? Pourquoi ces symboles? Pourquoi autant d'adeptes? À l'intérieur, le président du tribunal imposa le silence. La voix du procureur, grave et lente, résonna entre les murs. Nous ne jugeons pas seulement un homme, mais un écho. Ce procès est celui d'une idée devenue contagieuse, d'une frontière où la raison s'est dissoute dans le mythe. Face à lui, le jeune baissa la tête. Quand on lui demanda s'il reconnaissait les faits, il répondit simplement « Je n'ai tué personne, j'ai suivi la route, elle était déjà tracée ». Les audiences suivantes plongèrent dans les profondeurs du dossier. Experts, psychiatres, cyber-enquêteurs, témoins. Chacun apporta un fragment de ce puzzle monstrueux. Un psychiatre expliqua que Dumas souffrait d'un délire paranoïaque structuré, fondé sur une obsession du nettoyage du monde. Marc L., lui, avait incarné le suiveur parfait, docile, ordonné, technicien du geste. Puis, après leur chute, une génération numérique avait repris le flambeau fasciné par la froideur du mal, cherchant à rejouer la scène dans des vidéos et des jeux de rôle. Un expert en criminologie ajouta « Le phénomène de la route 12 n'est pas seulement criminel,
C'est un miroir déformant de notre époque. La mise en spectacle de la violence, la recherche du sens dans le chaos. La salle resta silencieuse, même les journalistes cessèrent d'écrire. Pendant ces débats, Claire Ménard, devenue témoin principale, fut appelée à la barre. Elle raconta les années d'enquête, la collaboration franco-belge, la découverte du hangar, les vidéos, la clé USB, les symboles. Sa voix, ferme mais chargée d'émotion, vacilla au moment d'évoquer Markel et sa phrase écrite sur le mur de sa cellule. « Route Figne !» Puis, reprenant son souffle, elle conclut. La route 12 n'a jamais été une autoroute du crime. C'était un chemin mental, un labyrinthe où certains se sont perdus. Mais derrière la folie, il y avait un vide. Celui d'hommes qui voulaient exister, même dans l'horreur. Le silence fut total. Le président du tribunal se contenta de hocher la tête. Le troisième jour, l'audience bascula. La défense, menée par un jeune avocat, tenta de transformer le procès en réflexion philosophique. Il cita Camus, Foucault, puis déclara « Mon client n'est pas un criminel. Il est le produit d'un récit que la société a laissé grandir. Dumas a été un monstre fabriqué, nourri par notre fascination pour le mal. Et Thomas le Jeune n'a fait que rejouer ce récit. » Le ministère public s'indigna. Mais pour la première fois, l'auditoire hésita. Dans un monde saturé d'images, de drames diffusés en continu, où finit la responsabilité individuelle? Le lendemain, l'affaire prit un tournant inattendu. Une lettre anonyme arriva au parquet de Lille, postée depuis Courtrai, en Belgique. Elle contenait un seul message, imprimé à l'encre noire. La route 13 est ouverte. Ce procès est une station parmi d'autres. Vous jugez les ombres, pas ceux qui conduisent. Le procureur fit immédiatement interrompre l'audience. Les experts confirmèrent que le papier et l'encre provenaient d'une imprimerie artisanale à Hasbrook. Un nouveau symbole, gravé à la main, figurait au bas de la page. Le cercle traversé d'une diagonale. Le spectre de la route venait de réapparaître au cœur même du tribunal. Dans les heures suivantes, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag MaRoute13 monta en tête des tendances. Certains y voyaient un canular, d'autres un appel. Des internautes diffusaient des photos de routes désertes, des vidéos tournées de nuit, des phrases sibyllines. Chaque route a son témoin. Propreté, silence, retour. Une onde virale, incontrôlable. Le mal s'était digitalisé. Lors de la dernière journée d'audience, le procureur, épuisé mais déterminé, reprit la parole. « Ce que nous voyons ici n'est pas une affaire close. C'est une leçon tragique. L'homme qui croit pouvoir effacer le monde finit toujours par s'effacer lui-même. » Thomas le Jeune, impassible, le regard vide, murmura dans le micro. « Il n'a rien compris. La route, ce n'est pas effacer, c'est recommencer. » Ces mots, notés mot pour mot au procès-verbal, furent repris par la presse du monde entier. Le verdict tomba dans un silence de cathédrale. 10 ans de réclusion pour apologie de crime, atteinte à l'ordre public et association de malfaiteurs. Mais au moment où les juges quittaient la salle, un grondement se fit entendre dehors. Une centaine de personnes, masquées, s'étaient rassemblées sur la place du tribunal. Elles tenaient des pancartes, des symboles, des phares de voitures allumés en cercle. Sur le bitume, une phrase tracée à la craie. « Route 13 commence ici ». Les sirènes retentirent. Les manifestants se dispersèrent sans violence. Mais les images, elles, tournèrent en boucle sur les chaînes d'information. Ce soir-là, chez elle, Claire regarda la couverture des journaux du lendemain. On y voyait la photo de la place de Lille, filmée du ciel. Les phares formaient un 12 parfait. Sous le titre « La route continue ». Elle ferma le journal, se leva lentement et alla jusqu'à la fenêtre. Dans la rue en contrebas, les voitures passaient, anonymes, silencieuses. Certaines avaient un autocollant discret sur le pare-choc. Un cercle barré. La frontière entre le réel et le mythe s'était effondrée. Et dans ce brouillard moral, la justice semblait déjà en retard sur la prochaine étape. Car la route 12 avait trouvé ce qu'aucun tueur n'avait jamais obtenu, l'immortalité. Une idée transmise, copiée, réinventée. Et quelque part, dans la nuit, la route 13 avançait déjà vers son prochain témoin. L'hiver s'installa brutalement cette année-là, comme une chape de plomb sur le nord de la France. Le vent soufflait sur les plaines, traînant derrière lui les échos d'une affaire que tout le monde voulait oublier, mais que personne ne pouvait effacer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict du procès de la route 12. Et pourtant, dans les commissariats, les rédactions, les cafés des petites villes frontalières, le même murmure revenait. On a revu le symbole. Une nuit de janvier, à Bailleul, le village où tout avait commencé, un camionneur signala un accident étrange. Une voiture abandonnée, feux allumés, portières ouvertes, moteur encore tiède. Sur le capot, gravé au couteau, un cercle barré d'une ligne diagonale. Aucun corps, aucune trace de lutte. Juste un téléphone posé sur le siège passager, affichant une seule phrase en fond d'écran. « Route 13 et fin du voyage ».
Les enquêteurs se déplacèrent, mais rien n'indiquait un crime. Le véhicule appartenait à une jeune vidéaste amateur, connue pour tourner des documentaires urbains. Elle avait publié, quelques heures plus tôt, une story sur les lieux hantés de la frontière. Depuis, silence complet. Pour la presse, ce fut une étincelle. En quelques jours, le spectre de la route 13 ressurgit, sous une forme plus diffuse, plus inquiétante. Un phénomène culturel, un mélange de fascination morbide et d'autofiction. Des dizaines de comptes anonymes commencèrent à poster des vidéos, toujours tournées de nuit, sur des routes désertes, avec en légende « Je prends la route ». À la PG de Lille, Claire Ménard observait cette dérive depuis son bureau, épuisée. Le dossier avait été clos administrativement, mais elle n'arrivait pas à tourner la page. Les crimes étaient terminés, les coupables morts ou enfermés, mais le mythe continuait à proliférer comme un virus. Une idée sans auteur, sans visage, qui se répandait dans l'espace numérique, se réinventant à chaque partage. Un matin, elle reçut une enveloppe sans timbre, déposée directement à la réception du commissariat. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, une route de campagne sous la neige. Au dos, une inscription manuscrite. « Merci d'avoir regardé. Maintenant, détournez le regard. » Aucune empreinte, aucun ADN. Mais au coin inférieur, le symbole, le cercle barré. L'enquête interne conclut à une provocation. Pourtant, Claire n'y crut pas. Quelqu'un, quelque part, voulait lui faire comprendre que la route ne s'arrêtait pas. Elle rouvrit alors le vieux dossier de Hasbrouck, cette institution pour enfants où tout avait commencé. Parmi les photos d'époque, un détail attira soudain son regard. Sur un cliché de classe de 1985, derrière les visages d'enfants, un graphe sur le mur. Le cercle barré, déjà là, gravé au couteau dans le crépi. Le symbole existait avant Dumas. Elle se figea. Le mythe ne venait peut-être pas de lui. Il l'avait simplement hérité. Les archives du département révélèrent qu'à la fin des années 70, une série de disparitions avait déjà été enregistrée dans la même zone. Des autostoppeurs, des saisonniers, des jeunes fugueurs, jamais retrouvés. À l'époque, la presse locale parlait vaguement du fantôme de la route des Flandres. Aucun lien n'avait jamais été établi. Mais en recoupant les lieux, les dates, les itinéraires, un schéma se dessinait. Le même tracé, les mêmes points d'arrêt, les mêmes silences. La route 12 n'était donc pas née avec Dumas. Elle existait bien avant lui, transmise de génération en génération, comme une histoire qu'on se chuchote à la frontière. Un mythe ancien, oublié, ressuscité à l'ère numérique. Claire comprit alors que le plus terrifiant dans cette affaire n'était pas la cruauté des meurtres, mais la permanence de l'idée. Une idée sans auteur, sans début, sans fin. Une route que chacun peut emprunter, à condition d'y croire. Dans un rapport resté confidentiel, elle écrivit « La route 12 n'est pas une série criminelle, c'est un langage. Un code narratif qui se réinvente, attire, absorbe, puis disparaît, avant de renaître sous un autre nom. Elle n'appartient à personne, parce qu'elle parle à tous. La peur du vide, la fascination du mal, le besoin d'ordre dans le chaos. Le rapport ne fut jamais rendu public, mais il circula en interne, alimentant la méfiance, la curiosité et parfois l'obsession. Un soir de février, Claire décida d'aller rouler, sans but. Elle prit la nationale 42 puis la 933. Le vent soufflait fort. La neige tombait à gros flocons. Les phares découpaient en le brouillard en éclats laiteux. À la radio, une vieille chanson tournait en boucle. Sur la route encore. Vers minuit, elle s'arrêta au bord d'un champ, coupa le moteur. Le silence était absolu. Dans la lumière diffuse, la route semblait se perdre dans le néant. Au là, sur le bas-côté, elle aperçut quelque chose. Un petit panneau métallique planté dans la terre gelée. Dessus, à la peinture blanche, une inscription simple. Route 14. Elle s'approcha, le cœur battant. Autour, rien, pas un bruit, pas une voiture. Mais au loin, dans le vent, elle crut entendre un moteur. Un vrombissement lent, régulier, s'éloignant à peine, comme une présence invisible continuant son chemin. Claire resta longtemps immobile, incapable de bouger. Puis, lentement, elle sourit, un sourire triste, presque résigné. « Alors c'est ça, la fin », murmura-t-elle. La route continue, même sans nous. Elle remonta dans sa voiture, alluma les phares et fit demi-tour. Derrière elle, le panneau Route 14 disparut dans le brouillard. À l'aube, la radio annonça qu'une nouvelle vidéo circulait déjà sur les réseaux. Un plan fixe, filmé depuis le bord d'une route enneigée. Aucune voix, aucun visage, juste un texte à l'écran. Il faut que la route reste propre. Et le lendemain, sur les moteurs de recherche, un nouveau mot-clé commença à grimper dans les tendances mondiales, Route 14. Dans la région frontalière, les routes sont calmes. Les champs dorment, les hangars rouillent. Mais parfois, au détour d'un virage, on croit apercevoir une voiture arrêtée, moteur encore chaud, phares allumés. Et sur l'asphalte humide, à peine visible sous la boue,
un signe discret, un cercle traversé d'une ligne blanche. Parce qu'ici, les routes n'ont jamais vraiment de fin.